Le Grand Prix va commencer, mais je crois bien qu'il va rien se passer. Réveille-moi quand Monaco se termine. Ah bonjour, vous êtes là ? Je vous avais pas vu. Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing du Grand Prix de Monaco 2019. Un Grand Prix qui divise les passions entre ceux qui ont trouvé ce Grand Prix fort ennuyant et ceux qui ont trouvé ce Grand Prix assez intéressant avec de la tension jusqu'au bout. J'espère que vous faites partie de la deuxième équipe qui a réussi vraiment à être tenue en haleine par cette lutte pour la victoire entre Lewis Hamilton et Max Verstappen pendant une bonne quarantaine de tours. Mais malheureusement, de mon côté, je fais partie des pessimistes qui avaient compris déjà au bout de 5-6 tours que jamais Verstappen ne parviendrait à passer Hamilton. Et je suis également triste de constater que j'avais raison. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'était quand même un Grand Prix sous haute tension dans lequel il s'est passé pas mal de choses. Et de toute façon, comme on le sait, Monaco, c'est un des circuits les plus difficiles pour dépasser. Et la tension qu'on a eue pendant ce Grand Prix, je pense que c'était le meilleur de ce qu'on pouvait attendre d'un Grand Prix de Monaco. C'était certainement pas le Grand Prix le plus passionnant de l'année, c'était certainement pas le meilleur Grand Prix de Monaco de tous les temps, mais c'était certainement pas le plus mauvais Grand Prix qu'on a eu cette saison. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle victoire de Mercedes avec Lewis Hamilton. Et pour la première fois de cette année, Mercedes rate son week-end puisque non seulement ils ont raté la stratégie pneumatique de Hamilton après son premier arrêt au stand en lui mettant des médiums alors qu'il s'avérait que les pneus hard étaient les meilleurs, mais aussi la très très grosse déception de Mercedes, c'est qu'il termine seulement premier et troisième. On imagine qu'il va y avoir une très grande déception en Allemagne et dans le stand Mercedes puisque c'est un week-end clairement à oublier pour la firme à l'étoile. Et oui, car si on avait pu prédire qu'une équipe ferait une erreur stratégique durant la course, personne n'aurait misé sur Mercedes ce week-end, mais quoi qu'il en soit, plus sérieusement, c'est une très très belle victoire de Lewis Hamilton, que lui-même a décrit comme étant une des courses les plus difficiles de sa carrière, et on peut comprendre pourquoi, parce qu'on a vraiment senti qu'il avait du mal avec ses pneus médiums Hamilton après son premier arrêt au stand. Il était vraiment traqué par Verstappen, Vettel et Bottas, qui étaient derrière en pneus durs, et qui semblaient vraiment plus rapides, mais grâce au tracé de Monaco, il a pu défendre sa position. Alors, effectivement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est vrai que ces routes de Monaco sont une grande aide pour les pilotes plus lents pour ne pas se faire dépasser, vu que c'est très difficile de doubler. Mais néanmoins, je pense qu'il ne faut rien retirer à la belle performance de Hamilton, parce que il a dû les gérer, ses pneus quand même. Il a dû effectivement retenir Verstappen, mais il a aussi dû amener ses pneus médiums qui étaient tout simplement en très mauvais état jusqu'à la fin du Grand Prix. Il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas causé de dégâts irréversibles sur ses pneumatiques, il n'a jamais bloqué ses roues, il n'a jamais été tout droit. Il y a vraiment une très belle performance de la part de Hamilton et il ne faut rien lui en retirer. Max Verstappen franchit la ligne en deuxième position, mais il termine seulement quatrième à cause d'une pénalité de 5 secondes au stand qui lui ont été infligées à cause d'un unsafe release au stand. Son équipe l'a relâché de manière un peu trop dangereuse lorsqu'il a quitté son box et il a dû se frotter à Valtteri Bottas. Bottas qui a donc dû faire un autre arrêt au stand juste après puisque une crevaison avait été repérée sur un de ses pneus et donc dû faire un deuxième arrêt au stand. Et c'est une situation assez délicate parce que à la fois c'est pas de la faute de Verstappen si son équipe l'a fait repartir sur la piste. Comme l'ont dit beaucoup de pilotes, on voit rien dans leur rétroviseur. C'est pas à eux de s'assurer que la piste est libre lorsqu'ils quittent les stands. C'est vraiment à l'équipe de vérifier que tout soit en état, qu'ils puissent repartir. Et sanctionner le pilote, ça semble un petit peu injuste. Mais à la fois, on a vu des sanctions beaucoup plus sévères pour Alors, je sais pas comment on le dit en français, désolé, mais unsafe release, on a laissé repartir la voiture de manière dangereuse. Généralement, on a des pénalités un petit peu plus dures. Là, c'était seulement 5 secondes
peut-être un moyen de dire que Verstappen n'était pas complètement en tort, mais que quand même il fallait le sanctionner. Mais je crois qu'il s'est quand même pris 1 point ou 2 sur son permis à points, donc j'ai du mal à suivre les décisions des marshals quelquefois, et je pense que je suis pas le seul. Mais bon, une course exceptionnelle de Verstappen qui montre qu'il a fait du chemin depuis ce même Grand Prix il y a 1 an, parce que il était plus rapide que Hamilton, mais à aucun moment il a fait quelque chose de vraiment stupide pour essayer de le passer, et il voulait juste pousser Hamilton à la faute. En toute fin de course, il a tenté un dépassement, il a vu une ouverture, mais voilà, ça passe pas. Et il y a eu une petite touchette, heureusement sans conséquence pour Verstappen et Hamilton. Les marshals de course ont très intelligemment laissé cet incident sans suite, parce que voilà, c'est un incident de course. Verstappen a plongé à l'intérieur, il s'est bien montré dans les rétroviseurs de Hamilton l'a vu à la dernière seconde, et la petite touchette était inévitable. Mais bon, je vais pas continuer de m'attarder là-dessus, je vous laisse me faire savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Quoi qu'il en soit, je pense que derrière il y en a un qui devait attendre son tour, c'était Sébastien Vettel, qui du coup termine 2e de ce Grand Prix. À nouveau, les Ferrari n'étaient pas dans le rythme ce week-end, elles étaient vraiment pas dans le rythme, mais une course solide de Vettel qui lui a valu du coup de sauvegarder cette 2e place, parce que lui-même l'a dit qu'il a profité du fait que ce soit Monaco pour ne pas se faire passer par la Mercedes de Bottas, et des circonstances de course du coup pour récupérer cette 2e place. Là où évidemment il y a une grosse déception chez Ferrari, c'est du côté de Charles Leclerc. L'équipe a tout simplement ruiné sa qualification samedi. Autant je suis le premier à défendre Ferrari quand ils font des décisions plus que douteuses, mais là c'était absolument ridicule. Si monsieur tout le monde devant son canapé arrive à voir que Leclerc est en danger, il faut le faire repartir. Leclerc voulait repartir, et Ferrari, non, c'est bon, nos ordinateurs nous disent qu'on est tout bon. Eh ben non, mais changez d'ordinateur, ou alors mettez vos ordinateurs à jour à la version Windows 98, faites un truc. Mais là c'est absolument ridicule ce qui s'est passé du côté du stand de Leclerc pendant la course. Du coup, Leclerc partait seulement 15e. On l'a senti frustré, Leclerc, il voulait passer, il voulait doubler, il s'est montré assez patient pour son beau dépassement sur Norris, ensuite sur Grosjean, un très beau dépassement. De toute façon, ici, pour doubler les autres pilotes, on est obligé d'y aller un peu à la kamikaze, comme disait Grosjean, mais sur Hülkenberg, il a voulu dépasser Grosjean de la même manière à la rascasse, et il aurait dû prévoir son coup, il aurait dû être un peu plus patient pour voir si ça allait pouvoir se passer de la même manière, et clairement pas, non. Alors malheureusement, heureusement, Leclerc a seulement endommagé sa voiture, puisqu'il a tapé contre le mur à droite en essayant de passer Hülkenberg, en tassant trop sa voiture pour passer. Et c'était pas à Hülkenberg de laisser plus de place. Voilà, je pense que c'était trop opportuniste du côté de Leclerc, mais dans tous les cas, je pense pas qu'au mieux il aurait marqué beaucoup de points aujourd'hui. Donc la qualification était foutue et la course était foutue dès le départ, à mon avis. Du côté de Bottas, j'ai pas grand chose à dire. Une très belle qualification, mais il a été battu par Hamilton de très très peu. Et pendant la course, il a simplement perdu sa 2e place à cause de cet incident au stand avec Verstappen. Il récupère du coup la 3e place avec la pénalité de Max. Mais voilà, dans l'ensemble, une course solide, une qualification et un week-end solide de Bottas. Mais voilà, malheureusement, Hamilton était légèrement au-dessus ce week-end et il n'a pas pu en profiter. Verstappen, j'en ai déjà parlé, Gasly qui termine 5e, le meilleur résultat de cette saison pour le pilote français, qui je pense a fait une bonne course. Il partait de la 8e place à cause de sa pénalité de 3 places pour avoir gêné Romain Grosjean en Q2. De toute façon, on s'attendait à ce qu'il termine logiquement devant les autres, et il termine, si je dis pas de bêtises, il termine à 40 secondes devant la 6e place. Il a été récupéré le point du meilleur tour en course en s'arrêtant une autre fois en fin de Grand Prix avec des super softs. Il termine à 4 secondes de Verstappen avec un arrêt en plus.
Et je pense que c'est une course assez solide de Gasly, et je pense que c'est très bien pour l'instant que ça se passe comme ça, comme pour Gasly, parce qu'il a la chance d'avoir une voiture suffisamment performante pour terminer bien devant les autres écuries. Et il est un petit peu tout seul dans son monde, mais ça lui permet d'engranger des connaissances avec sa voiture. Et je pense que d'ici la mi-saison, il se rapprochera de plus en plus des 5 devant lui et pourra commencer vraiment à se battre avec eux. Il est pas à la ramasse, il est dans son rythme, il a un bon rythme sans être meilleur que Verstappen, il est là où il faut, je pense, mais il peut s'améliorer, il en a le potentiel. Exceptionnelle course de Carlos Sainz qui termine 6ème en étant parti de la 9ème position. Carlos Sainz qui a réussi à retenir les Toro Rosso de Daniel Kvyat et Alex Albon qui étaient bien plus rapides, à nouveau grâce au très beau tracé de Monte Carlo, mais il a fait ce qu'il fallait aux arrêts au stand pour rester devant. Il a profité des stratégies un petit peu décalées pendant les pit stops, mais voilà, une très bonne course à nouveau de Sainz, et qui marque de très gros points pour McLaren, qui s'affirme en tant que 4ème force assez inattendue de ce championnat, avec 30 points et 13 points d'avance sur Racing Point en 5ème place, et c'est vraiment très très bien pour McLaren parce qu'on ne les attendait pas ici en ce début de saison. Lando Norris, un résultat un petit peu plus décevant, il termine à la 11ème position, il a jamais vraiment été dans le rythme de son équipier ce week-end, mais voilà, le jeune britannique continue son apprentissage, et je pense que sincèrement, après la mi-saison, il faudra vraiment compter avec lui pour le duel interne chez McLaren. Comme je l'ai dit, Daniel Kvyat et Alex Albon terminent aux 7ème et 8ème places. Un très bon week-end pour Toro Rosso. Je pense pas qu'il pouvait en attendre bien mieux, si ce n'est que de shipper la 6ème place à Sainz. Mais voilà, il y a eu du très bon chez Toro Rosso. Les deux pilotes sont vraiment au rendez-vous et ça me fait plaisir parce que on les attendait vraiment pas en début de saison, étant donné que Kvyat revenait et que Albon était un petit peu là en tant que roue de secours parce qu'ils avaient personne d'autre pour remplir ce baquet. Eh bien, je trouve que ces deux-là font un excellent travail. Une très grosse déception dans le clan Renault parce que, à ma grande surprise du moins, les Renault étaient pas si mauvaises que ça pendant les essais. Alors malheureusement, Nico Hülkenberg n'a jamais vraiment été dans le rythme en qualification, mais surtout Daniel Ricciardo avait fait une très belle position, 6ème position en qualif, 5ème au départ, mais il s'est fait avoir comme beaucoup d'autres aux arrêts au stand en s'arrêtant lorsque la voiture de sécurité était sur la piste, et c'était un mauvais choix stratégique puisqu'on a eu beaucoup de pilotes qui sont favorables, donc les deux pilotes Renault. Nico Hülkenberg termine 13ème seulement, mais Ricciardo récupère la 9ème place étant donné qu'il a franchi la ligne en 10ème position grâce aux 5 secondes de pénalité infligées à Romain Grosjean pour avoir dépassé la ligne à la sortie des stands. Donc une pénalité assez bête de Romain Grosjean, mais je vais y venir dans quelques secondes. Mais dans l'ensemble, c'était un excellent dernier tour de Daniel Ricciardo puisqu'il était à 6 secondes de Grosjean et il termine pile dans la marge des 5 secondes pour récupérer sa 9ème place. Donc très belle performance de Ricciardo. Et j'espère que les Renault vont continuer à progresser. Elles sont clairement pas la 4ème force pour l'instant, mais elles sont bien moins loin que ce qu'elles n'étaient en Espagne, et ça fait plaisir. Romain Grosjean termine donc 10ème, Kevin Magnussen 14. Je m'intéressais d'abord à Magnussen parce qu'il partait depuis la 5ème place de la grille. Excellente qualification, mais voilà, il est la première grosse victime de ses arrêts sous safety car, étant donné qu'il s'est retrouvé bloqué dans un train beaucoup plus lent à sa sortie. Il a perdu beaucoup de temps et malheureusement pour lui, ça s'est très mal passé, mais les Haas avaient un excellent niveau ce week-end, et je dis excellent parce que si on regarde l'année dernière, elles étaient pas plus fortes que les Williams, et c'est très positif de voir que les Haas ont fait de tels progrès, parce que les circuits comme Monaco, Budapest et le Mexique, c'est des circuits sur lesquels elles ont jamais été nulle part, et si on voit qu'elles sont fortes sur des circuits comme l'Espagne et qu'elles sont là à Monaco,
eh bien je pense que Haas va être un challenger très sérieux à McLaren pour cette 4e place. Et Romain Grosjean, écoutez, j'ai trouvé qu'il a fait une course sensationnelle. Vraiment, plus de 50 tours avec des pneus super soft, mais c'est juste impensable. Et sa belle 9e place aurait été bien méritée en étant parti de la 13e position, étant donné que malheureusement il s'était fait bloquer lors de ses 2 tentatives en Q2. Il n'avait pas pu améliorer, il n'a pas pu passer en Q3, mais voilà, il a fait une excellente course, il a bien tenu ses pneus, pas d'erreur. Si ce n'est que cette bête erreur de franchir la ligne à la sortie des stands, mais voilà, il marque un autre petit point qui vient s'ajouter à celui qu'il avait déjà, et c'est du positif pour Haas qui n'avait jamais marqué de points à Monaco. Racing Point ne sont vraiment pas au rendez-vous en ce moment, nulle part en Espagne et nulle part à Monaco. On sait que c'est pas une piste qui leur a souvent réussi au Force India. Alors on se rappelle du podium de Perez en 2014, mais depuis Monaco n'a pas été une piste très forte pour cette équipe. Néanmoins, la 12e place de Sergio Pérez est assez miraculeuse quand on considère qu'il partait de la 16e ou 17e place. Mais voilà, un week-end à oublier pour les Racing Point. Lance Stroll termine 16e, victime de quelques petits accros en piste avec Kimi Raikkonen et plus tard avec Kevin Magnussen. Mais voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur cette écurie qui, de toute façon, on le sait, partait sur des bases très fébriles à cause de ce qui s'est passé l'année dernière pour eux, mais je ne doute pas qu'en deuxième moitié de saison, elles vont revenir très fortes comme on en a l'habitude. Je vais toucher un mot également sur les Alfa Romeo, puisque je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Kimi Raikkonen termine 17e, 19e place pour Antonio Giovinazzi, alors Kimi Raikkonen terminait une course 17e à la régulière, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et quand je dis très longtemps, je pense que même en 2001, chez Sauber, il se battait pas aussi loin dans le fond de peloton, donc un week-end vraiment à oublier pour eux, et on le voyait vraiment tirer la gueule en fin de Grand Prix. Antonio Giovinazzi, écoutez, Giovinazzi, j'aime beaucoup Antonio parce que c'est un jeune gars très sympathique, très souriant, plein de bonne volonté, mais écoutez, oui, il a fait une bonne qualif, il était à 1/10 seulement de Raikkonen, mais en course, voilà, il termine à 2 tours de retard, il a cet accrochage inexplicable avec Kubica. Alors on a vu la même en F2 à la Rascasse, il a tenté de plonger à l'intérieur, il y a eu touchette. On a vu que c'est là aussi que Leclerc a endommagé sa voiture et mis fin à sa course. Mais Giovinazzi, je pense qu'il va vraiment falloir qu'il commence à faire attention. Donc je suis assez déçu. Et je vais terminer avec une note de positif parce que Robert Kubica termine 18e. Alors effectivement, il termine devant l'Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi qui a dû s'arrêter une nouvelle fois suite à leur accrochage. Mais Kubica était devant les Alfa Romeo lorsqu'il y a eu cet incident. Et George Russell termine 15e. Alors, ça fait très mal de se dire qu'une Williams qui termine 15e, c'est un exploit, mais George Russell termine 15e devant les 2 Alfa Romeo et la Racing Point de Lance Stroll, et j'ai vraiment envie d'applaudir ces belles performances parce que je suis persuadé que depuis le début de saison, George Russell fait un travail absolument phénoménal qui passe malheureusement sous le radar à cause de sa pauvre voiture, et ce week-end, il a profité du fait que la Williams était étrangement pas si loin des autres pour tirer une performance vraiment exceptionnelle. Je vais m'arrêter là pour mon top 3 personnellement de ce Grand Prix. Je l'ai dit, Carlos Sainz pour moi a fait vraiment une course remarquable. Je trouve qu'il est sur une phase très positive, Carlos Sainz, donc pour moi il fait partie de mes top pilotes de ce Grand Prix. Également Romain Grosjean, comme je l'ai dit, 50 tours avec des super softs. Voilà, c'est très très bon, et ça aurait été un week-end parfait sans cette petite erreur à la sortie des stands, parce qu'il avait un bon rythme aussi en qualification, mais qui a malheureusement été gâché à cause du trafic en Q2. Et comme vous le savez, j'aime pas trop sélectionner des pilotes de top team pour mon top 3 parce que je trouve qu'ils
qu'il se passe des choses très intéressantes derrière qui ne sont pas assez montrées. J'ai quand même envie de dire une mention honorable à Lewis Hamilton qui a vraiment fait un week-end sensationnel. Une course exceptionnelle également, comme j'ai déjà donné toutes mes éloges à Lewis Hamilton sur ce Grand Prix, mais il prouve qu'il n'est pas 5 fois champion du monde par hasard. Ça aide d'avoir la meilleure voiture du plateau, mais il a fait une course irréprochable, et on sait à quel point c'était un week-end très difficile pour Mercedes. Mais malheureusement, je vais sélectionner un autre pilote Mercedes dont je viens juste de parler, parce que je ne pense pas que j'aurai l'occasion de placer très souvent George Russell dans mon top 3 d'un week-end, donc j'en profite pour le faire. George Russell, moi je crois en lui depuis la F2, et j'ai envie de croire encore en lui en Formule 1, donc vas-y mon George, montre que t'es le meilleur, et voilà pour moi. Je vous laisse me faire savoir le vôtre dans les commentaires, quels sont pour vous les top pilotes de ce week-end, si vous ne devez en retenir que 3 sur ce Grand Prix. Également, quel a été votre avis sur cette course? Comme je l'ai dit au tout début de la chronique, ça divise beaucoup ce Grand Prix de Monaco. Malheureusement, moi je me suis pas mal ennuyé devant, mais comme on l'a vu dans cette chronique, il s'est passé beaucoup de choses dans ce Grand Prix, et ça me donne un petit peu de positivisme pour le Grand Prix du Canada à venir, parce que c'est généralement un Grand Prix qui, depuis l'ère hybride, est assez ennuyeux malheureusement, donc peut-être qu'il va se passer des choses à Montréal. Je profite des annonces de fin pour glisser un petit message d'excuses et de remerciements de tous ceux qui étaient avec nous samedi en direct pendant le commentaire des qualifications. On a eu des gros soucis techniques et vraiment je m'en excuse. On va travailler sérieusement pour plus que ça se reproduise. Merci de nous rejoindre pendant ces séances, c'est assez sympa de discuter un peu avec tout le monde pendant ces petits moments. Et également pour vous rappeler qu'on a un site internet f1x.fr, site parodique qui vous propose des articles humoristiques, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette chronique. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que le contenu vous plaît. Vous pouvez suivre l'actualité de la page, les liens pour les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter sont dans la description, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.